Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Taïwan International. Si vous nous rejoignez, c'est Mei Wang à l'antenne et notre décryptage de ce jour est consacré à la loi chinoise de l'unité et du progrès ethnique entrée en vigueur ce 1er juillet. Ce 1er juillet, la loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique votée par l'Assemblée nationale populaire de la Chine en mars dernier entre officiellement en vigueur. Cette loi a pour but de donner un cadre légal à la politique ethnique de Xi Jinping et de renforcer la notion de la conscience d'appartenance à la communauté de la nation chinoise d'un point de vue juridique. L'idée centrale de cette loi est de faire de l'unité nationale la priorité absolue en encourageant tous les groupes ethniques à s'identifier d'abord à une seule nation chinoise. La loi permet également de renforcer davantage le contrôle sur ces minorités ethniques et d'accélérer l'assimilation des groupes tels que les Ouïghours, les Tibétains ou les Mongols qui subissent déjà d'une politique répressive. La loi remplace également les précédentes politiques de protection de l'autonomie régionale par des mesures de sinisation. Et pour Taïwan, l'article 21 de cette loi prévoit d'ailleurs que l'État encourage les échanges et la coopération économique et culturelle entre les deux rives du Détroit, approfondit le développement intégré dans tous les domaines renforce chez nos compatriotes taïwanais, je cite, le sentiment d'appartenance, d'identité et de fierté à l'égard de la nation chinoise, incite les compatriotes des deux rives à perpétuer et à promouvoir ensemble la culture chinoise et renforce la prise de conscience qu'ils appartiennent tous à la nation chinoise et sont tous des Chinois. Des responsables de la sécurité nationale de Taïwan ont souligné que 8 hauts commissaires aux droits de l'homme des Nations Unies avaient déjà indiqué en avril que cette loi enfreindrait au moins 12 normes internationales relatives aux droits de l'homme qui sont déjà ratifiées par la Chine ou qui sont juridiquement contraignantes en Chine. Ces experts avaient cité entre autres la Convention relative aux droits de l'enfant, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou encore la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Selon les chercheurs, sur les 65 articles répartis dans 7 chapitres de cette loi, 3 grands risques existent. Il s'agit de la répression transnationale, de l'élargissement des infractions pénales ou encore le contrôle dans l'éducation familiale. Tout d'abord, la répression transnationale. L'article 63 de cette loi autorise cette répression. Cet article stipule que tout individu et toute organisation à l'extérieur du territoire chinois ayant porté atteinte au progrès ou à l'unité ethnique de Chine par des actes sécessionnistes seront poursuivis par la justice. Cela signifie que sans distinction de nationalité ni de limite géographique, n'importe quel pays et n'importe quelle personne peut faire l'objet de sanctions en vertu de cette loi. Le deuxième plus grand risque est l'élargissement des infractions pénales, puisque l'article 62 prévoit que, l'outre la répression des actes de violence et de terrorisme, toute personne qui incite ou finance l'organisation, la planification ou la mise en œuvre d'actes de violence et de terrorisme, d'activités sécessionnistes ou d'activités d'extrémisme religieux et dont les actes constituent une infraction pénale sera poursuivie pénalement conformément à la loi. Le troisième grand risque est le contrôle dans l'éducation familiale. Selon l'article de la loi, les parents doivent inculquer aux mineurs l'amour du Parti communiste chinois, de la patrie, du peuple et de la nation chinoise et leur faire adopter l'idée que la nation chinoise forme une seule et même famille. Ils ne doivent pas leur inculquer des idées préjudiciables à l'unité et au progrès de la nation. Le contrôle idéologique s'étend ainsi au sein de la famille.
Des responsables de la sécurité nationale de Taïwan ont averti aujourd'hui que les types de personnes concernées par cette loi sont nombreux. En plus des Ouïghours, des Tibétains et des Mongols vivant à l'étranger, les dissidents chinois exilés doivent faire face à cette loi. Mais en plus, les parlementaires ou les personnes politiques étrangères sont également visés. Cela en sachant qu'actuellement, il existe déjà des mesures telles que les sanctions, le refus de visa et les campagnes de dénigrement en ligne visant à exercer des pressions. Mais la loi fournit une base juridique complète qui sert de source de légitimité à ces actes de l'État. En plus, des journalistes universitaires, chercheurs des think tanks qui écrivent ou réalisent régulièrement des reportages sur la situation des droits de l'homme en Chine, l'expansion militaire du pays, etc., risquent de se voir refuser un visa, d'être soumis à des contrôles à l'entrée sur le territoire ou encore de subir des pressions pour qu'ils publient leurs travaux. D'autres types de personnes visées, les responsables taïwanais et les citoyens lambda, risquent aussi d'être placés en détention à leur arrivée et d'être accusés de sécession. Des groupes religieux fidèles à l'étranger comprenant à Taïwan sont également concernés, à l'instar de Yiguandao à Taïwan, qui est considéré par la Chine comme une organisation religieuse illégale et une interdiction stricte et de répression. Ces dernières années, des cas d'arrestation de fidèles taïwanais en Chine sont déjà une réalité. Mais outre les individus, des entreprises multinationales ou fournisseurs de la chaîne d'approvisionnement peuvent également être concernés par cette loi s'ils ont déjà préconisé ou mis en place ce qu'on appelle une chaîne d'approvisionnement en contournant la Chine ou s'ils ont participé à des contrôles à l'exportation vers la Chine ou à des enquêtes sur le travail forcé, ils risquent d'être tenus pour responsables. Su Guoxiang est le professeur en institut de recherche sur l'Asie-Pacifique de l'université Nanhua, a souligné les menaces pour Taïwan. Cette loi comporte des imprécisions linguistiques au niveau du texte, mais les sanctions sont précises. À l'avenir, cela pourrait avoir des répercussions sur la gestion des relations interdétroits. Par exemple, pourrait-on encore affirmer que Taïwan est une nation indépendante en étant à Taïwan? Ou même, strictement parlant, si l'on prend l'exemple des tournois internationaux de baseball, le fait de parler de l'équipe de Taïwan ne posera-t-il pas problème? Voilà le genre de problème qui pourrait surgir en raison de ces imprécisions de la loi. Cette position est également soutenue par Liang Wenjie, le vice-président de la commission ministérielle des affaires continentales aujourd'hui. Si une personne soutient le maintien du statu quo à Taïwan ou si elle soutient l'existence de la République de Chine, ou encore si elle prône l'indépendance mutuelle de la République populaire de Chine et de la République de Chine, cela revient-il à porter atteinte à l'unité nationale? Ce sont là des concepts qui peuvent à tout moment être interprétés de manière floue, puis utilisés pour imputer un chef d'accusation. En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre de la répression transnationale, l'équipe chargée de la sécurité nationale de Taïwan les a classés en 6 catégories. Tout d'abord, l'article 63 revendique directement une compétence extraterritoriale, ce qui constituerait une ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État et serait contraire au principe d'égalité souveraine énoncé dans la Charte des Nations Unies. Ensuite, la surveillance par les postes de police chinoises à l'étranger. Selon l'Organisation internationale des droits de l'homme, Safeguard Defenders, la Chine a mis en place 102 postes de police à l'étranger dans 53 pays à travers le monde. Outre la surveillance des ressortissants chinois résidant sur place, ces postes servent également à surveiller tous les groupes ou individus étrangers qui soutiennent le peuple chinois dans sa lutte contre l'autoritarisme et pour la démocratie, ce qui constitue une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires.
Troisièmement, pression par le biais de la famille. Il s'agit de publier des cartes satellites indiquant le lieu de résidence ou encore exercer la pression ou des sanctions sur les membres de la famille vivant en Chine. Ceci peut provoquer par exemple la perte d'emploi, l'exclusion scolaire ou la confiscation des biens, ou encore humiliation, attaque, diffamation par le biais de messages pour faire naître chez eux ou chez leurs proches un sentiment de menace et de peur. Quatrièmement, l'abus des avis de recherche rouges d'Interpol. Des avis de recherche peuvent être émis sous prétexte de fraude ou de terrorisme afin de dissimuler des persécutions politiques. C'est l'exemple déjà du Ouïghour Idriss Hassan qui a été détenu pendant 43 mois avant d'être libéré en février dernier. Interpol a désormais commencé à mener des enquêtes rigoureuses afin d'éviter de se prêter à de tels agissements. Cinquième méthode possible, la pénalisation de l'incitation et du financement. Le soutien, les dons et les reportages médiatiques peuvent tous constituer des infractions pénales, ce qui est contraire à la déclaration de 1998 sur les défenseurs des droits humains. Enfin, l'opération chasse au renard. Dans certains pays autoritaires ou fortement dépendants de la Chine sur le plan économique, des poursuites politiques transfrontalières ou des enlèvements en vue d'un rapatriement peuvent être menés directement. Depuis 2014, plus de 10 000 personnes ont ainsi déjà été recherchées et rapatriées en violation du principe de non-refoulement inscrit dans la Convention relative au statut des réfugiés. Aujourd'hui, la Commission ministérielle des Affaires continentales a déclaré vouloir renforcer la capacité des Taïwanais à identifier des risques en se rendant en Chine. Cela comprend tout échange ou information dans le téléphone portable de chacun. Le Premier ministre Zhou Rongtai a également déclaré l'objectif du gouvernement de mettre en place des contre-mesures afin de mieux protéger les Taïwanais en Chine, dans d'autres pays et même à Taïwan. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré à la loi chinoise de l'unité et du progrès ethnique entrée en vigueur ce 1er juillet. C'était Meguan pour RTI.